Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour le podcast numéro 5, la nouvelle recrue ou l'entretien d'embauche. Aujourd'hui, notre invité spécial, Francis Collier. C'est l'occasion de vous munir d'un papier, d'un crayon et de noter tous ces précieux conseils et ces clés de réflexion. Bonjour à tous et merci Louis pour cette gentille invitation à ton podcast numéro 5. C'est nous qui sommes ravis de te recevoir. Alors, je vais mettre un petit peu l'eau à la bouche aux personnes. Alors, voici ce qui se passe quand il y a une nouvelle recrue qui arrive. Tiens, voici une nouvelle recrue. Combien de temps va-t-elle tenir ? Comment l'a-t-on trouvée ? D'où sort-elle ? Quel est son piston ? Elle a l'air de rien, mais elle a été choisie. Bravo, après tous ces tests, voici notre lauréat. Combien de temps pour être opérationnel ? Voici des questions qui sont assez difficiles à entendre en fait, et aussi qui sont dures vis-à-vis du nouveau venu. Donc, cela signifie que le recrutement, ce moment-là, est vraiment un moment singulier. Ok, des interrogations naturelles et traditionnelles, je pense, mais qui méritent effectivement de la part du candidat une bonne préparation en amont pour s'intégrer le plus facilement possible. Ensuite, si tout se passe bien et qu'il est retenu, et pour le recruteur, eh bien, de gagner du temps et de ne pas perdre de l'argent, du temps et peut-être de la crédibilité par un mauvais recrutement. Alors Francis, justement, qui es-tu ? Alors, Francis, conseiller emploi et formation, ingénierie de la formation pendant 30 ans, master en RH, actuellement accompagnateur bénévole pour des porteurs de projets, reconversion, chercheur d'emploi. Tu es formateur et aussi pré-recruteur pour les entreprises. Ton public, ce sont les jeunes en insertion, un public en perfectionnement ou en reconversion. C'est ça, j'ai pas fait de... Oui, globalement, c'est exact. Donc, j'ai eu une vie professionnelle de 35 années au service de la formation des jeunes et des adultes, avec bien sûr toute cette problématique de pré-recrutement pour les entreprises, d'intégration de nouveaux alternants pour des entreprises, et puis d'aide à la mobilité et à la reconversion, au perfectionnement professionnel pour les salariés également. Voilà. Eh ben super Francis, puisque nous, la question et le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est justement la prise de parole dans cette situation. Et les 4 questions que je me pose, aussi bien pour le candidat que pour le recruteur: comment se préparer, la posture et le discours pendant l'entretien, l'auto-évaluation pour progresser, et enfin, les nouvelles formes et tendances du recrutement. Alors, comment se préparer ? Bien sûr, des deux côtés, il convient de se préparer. Du côté du candidat, ça va de soi. Du côté du recruteur, c'est pas toujours le cas, mais c'est indispensable et de plus en plus. Alors, au moins 3 niveaux. La préparation physique, importante pour le candidat, c'est-à-dire bien sûr physiquement, non seulement l'apparence, mais également la préparation de la voix, la préparation couverture du stress, si on peut dire. Voilà, gestion du stress, c'est encore mieux. Et puis tout ce qui va avec sur le plan physique. Bon, ensuite, on y reviendra peut-être par la suite, avec notamment l'entraînement au pitch, puisqu'il faut que le candidat maîtrise quand même sa préparation à minima en quelques minutes la plus correcte possible. Ensuite, la préparation psychologique, on va en reparler, c'est-à-dire comment se mettre en situation de compréhension des attentes de l'autre, c'est-à-dire des attentes de l'interlocuteur entreprise. Et puis la préparation, technique, qui correspond à la connaissance du poste et à la veille sur l'entreprise, ses projets, son actualité, son secteur professionnel. Si l'on connaît le poste, à moins que l'on vienne simplement en découverte, mais de toute façon, même si l'on vient en candidature spontanée, en découverte de poste, il est bon d'avoir quand même une très bonne connaissance de l'entreprise qui est devant soi et d'avoir des questions prêtes à lui poser. Très bien, merci. Et pour le recruteur ? Alors, pour
pour le recruteur, déjà, savoir qui est devant lui, un peu le parcours, avoir consulté à minima les CV, c'est pas toujours le cas, avoir bien sûr une bonne idée des attentes dans le poste, aussi bien au niveau de la base technique du poste que des qualités nécessaires au poste, bien sûr la culture de l'entreprise qui va avec. Normalement pour le recruteur ça va de soi, mais il y a certainement parfois des éléments en particulier à vérifier, et puis voir les aspects de potentialité attendu dans le poste, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on attend en termes d'évolution et d'autonomie, de capacité de prise de risque, de responsabilité à terme dans le poste que l'on peut attendre du profil qui sera recruté. Alors tout à fait, en fait on voit bien qu'on reprend toutes les préparations et les fondamentaux de la prise de parole en public, c'est-à-dire la communication verbale, ensuite l'argumentation et ensuite, la perception aussi de la communication non verbale, c'est-à-dire la posture à avoir dans les deux cas. Et aussi la gestion du temps, puisque tu as parlé du pitch. Alors, je pense qu'il y a une combinaison, il y a plusieurs combinaisons qui peuvent s'effectuer entre tout ça. Et quels seraient les conseils que tu peux donner pour le candidat ? Oui, de manière synthétique, un petit rappel sur les objectifs d'un entretien de recrutement. Pour le recruteur, pour le recruter, c'est de sécuriser le recruteur dans ses choix, dans ses risques, limiter ses risques et lui donner le sentiment qu'il joue la bonne personne, le bon potentiel, et qu'il y a une prise de risque qui sera assumée et garantie avec le moins de pertes en ligne possible, etc. Ensuite, de convaincre. Donc sécuriser, c'est bien. Ensuite, il faut convaincre. Et ensuite, il faut persuader qu'on est le meilleur. Que parmi les autres candidats, il ne trouvera pas mieux. Que cela, vous êtes la personne qui a la valeur ajoutée, qui a la différence, qui va être porteuse de valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors pour ça, la posture, quelques conseils de posture simples. Évidemment, avoir une posture ouverte dès l'entrée dans l'entretien. Ça paraît logique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, une posture d'écoute également quand même, parce que parfois on s'aperçoit que, attention, certains candidats veulent tout de suite trop bien se présenter sans même parfois écouter les questions ou le retour ou les demandes précises de l'interlocuteur. Ensuite, je dirais, garder quand même toujours une posture d'humilité face à ses interlocuteurs, parce que parfois on peut perdre le fil, surtout lorsque les choses se passent bien, on est en confiance et on pense qu'on peut tout de suite déborder et aller un peu trop vite, trop loin. Et puis ensuite montrer sa pugnacité, sa volonté dans la vie professionnel en donnant des preuves de son passé professionnel et surtout de sa volonté dans un nouveau poste et pourquoi. Ensuite, je dirais pour finir, montrer quand même aussi, même si on est humble, quels sont ses objectifs, son ambition, ses fiertés et le potentiel normalement devrait en découler. C'est-à-dire montrer à l'issue de tout cela, eh bien, quel potentiel on est prêt à mettre à disposition et on a en réserve pour l'entreprise. Voilà, le discours, lui, c'est peut-être plus simple, ça dépend des personnes, mais évidemment, rester simple, clair, fluide et maîtrisé. Donc un discours qui ne doit pas être trop long, contrairement à ce que je suis en train de faire, mais surtout qui doit donner le sentiment qu'on a pris une bonne dose de réflexion personnelle et de recul sur ce que l'on aime faire ou pas et ce que l'on veut faire. Voilà, au regard des potentialités, des propositions de l'entreprise et du métier, des produits de l'entreprise, etc. Voilà quelques premières considérations et recommandations. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, des façons de poser des questions, il y a des mots-clés, il y a une façon d'argumenter qui pourrait aider justement à adapter ses postures et cette position d'écoute active apparemment, puisque c'est écouter et donc réagir en fonction de ce qu'on écoute et de reformuler aussi pour être certain qu'on va dans le bon sujet. Alors, parfois prendre un peu de temps,
savoir reformuler, oui, si on sait reformuler, parce que sinon c'est agaçant pour le recruteur. Par contre, je pense qu'il n'y a pas forcément de mots-clés ou de système pratique formaté qui soit à utiliser systématiquement et qui soit plus opérationnel qu'un autre. Ça veut dire que tu suggères qu'on utilise les mots qu'on utilise tous les jours, dont on a l'habitude. Il ne faut pas utiliser les mots d'un autre. Non, il faut quand même utiliser un peu les mots de l'entreprise. Il faut montrer qu'on a vu un peu qu'il pouvait y avoir certains termes, certains acronymes, certains vocabulaires utilisés dans l'entreprise et qui ne le seraient pas ailleurs. Mais pour le reste, non, il faut rester soi-même et surtout authentique. Ça, c'est fondamental. Avec des mots simples et puis ne pas chercher à jouer un rôle ou à jouer une fonction qu'on n'aurait pas eu encore ou qu'on n'a pas maîtrisée. Et en ce qui concerne justement les émotions, parce que je pense que la gestion des émotions est vraiment motrice dans la combinaison justement de toutes ces compétences entre la communication verbale, non verbale, la gestuelle, l'émotion, parce qu'on arrive avec un stress quand même assez dur et assez difficile à contrôler. Qu'est-ce que tu peux conseiller et comment utiliser justement les mots avec ce stress et la situation ? Alors l'émotion, bien sûr, on peut la montrer, il ne faut pas qu'elle devienne paralysante. On peut faire référence de manière émotionnelle à des choses qu'on a vécues, qui plaisent ou qui ne plaisent pas, qui ont marqué ou qui vous ont marqué ou qui ne vous ont pas marqué, et voir en quoi l'émotion peut être utile dans la vie professionnelle, pourquoi pas, et dans la vie, dans le travail d'équipe, dans la vie d'entreprise, tout en montrant qu'on est capable de maîtriser et de savoir faire la part des choses entre les émotions personnelles et celles qui doivent rester qui doivent donc rester dans le champ personnel et les émotions qu'on peut partager professionnellement. Voilà. Ça, c'est compliqué. Compliqué, mais ça demande du travail, de la pratique. Et je voudrais aussi rajouter une petite question. La question du storytelling. On parle beaucoup sur Internet, storytelling, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans une telle situation ? Qu'en penses-tu ? Alors, oui et non. C'est un outil parmi d'autres dans certaines situations, pour certains types de réponses, qui peut être utile notamment aux jeunes, je pense, alternants, qui n'ont pas forcément une longue expérience professionnelle, qui n'ont pas forcément de recul professionnel ou de témoignage professionnel à apporter, et qui peuvent partir d'une histoire personnelle en storytelling, entre guillemets, pour ensuite voir comment, à partir de là, ils ont dégagé des atouts et donc des compétences qui seraient transférables dans la vie d'entreprise. Pour un professionnel, le storytelling, sauf si vraiment ça correspond à une anecdote professionnelle très marquante ou qui correspond à une preuve professionnelle d'activité qui peut être un plus. Sinon, je n'y aurais pas recours systématiquement. Par contre, la question reste quand même toujours la même. Comment rester mémorable ? Rester mémorable au sens faire bonne figure, faire bonne impression et laisser rester dans l'image, dans la tête de l'interlocuteur quelque temps après l'entretien, sachant que le recruteur aura vu, bien sûr, la plupart du temps, plusieurs candidats. Donc la question, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour créer des pontages mémoriels avec le recruteur ? Donc le storytelling, ça peut être une des solutions pour créer cette mémorisation chez le recruteur, de la personnalité, montrer qu'on a une identité, qu'on a des valeurs. Donc le storytelling peut servir, mais c'est qu'un outil parmi d'autres. Il y en a d'autres qui peuvent être la recherche de points communs avec les interlocuteurs, le fait plutôt de poser des questions originales. Moi, je serais plutôt sur l'idée de comment, c'est pas un mot qui existe, mais je l'invente, originaliser ces questions pour montrer que l'on a une réflexion personnelle sur l'entreprise, sur ses produits, sa vie, sa recherche, ses interventions, son actualité, sa communication. Je serais plutôt là-dedans. Et puis, éventuellement, aussi poser des questions intéressantes à l'entreprise sur comment participer indirectement un peu à la vie d'entreprise pour mieux la connaître à travers des conférences, des podcasts, des publications ou autre chose. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Moi, j'aurais une question avant ça, c'est passer aux écueils, justement, aux pièges qu'on se tend souvent soi-même durant un tel échange.
Oui, on peut se piéger soi-même dans un entretien. On risque plutôt de... Moins il est préparé, plus on a de risque de se piéger. Ça, c'est clair. On peut être piégé. Ça va dépendre des différentes formes d'entretien auxquelles on est confronté. Tout dépend si l'on connaît à l'avance la forme de l'entretien qui va vous être proposé. Si on ne le connaît pas, c'est difficile. Effectivement, il faut une bonne capacité d'adaptation pour ne pas se faire piéger. Ça, c'est sûr. Après, entretien individuel, entretien collectif, entretien par téléphone, entretien avec vidéo, etc. Donc là, les nouvelles formes de recrutement créent maintenant toute une série de situations où on ne peut pas tout maîtriser. Bon, bah là, c'est pas grave. Je veux dire, il faut s'adapter. Mais c'est une difficulté complémentaire, plus qu'avant. C'est sûr. Après... mieux on prépare ses questions à l'avance, plus on a de questions préparées à poser à l'interlocuteur, moins on a de chances d'être piégé et d'être pris en difficulté. Et puis également, il faut faire une bonne auto-analyse de ses précédents entretiens pour éviter les écueils et ne pas se faire piéger dans les entretiens suivants. Donc ça, c'est la question de l'auto-évaluation. Et justement, merci de me donner et de me tendre la perche pour faire une super transition. Effectivement, pour lister les questions, pour se préparer, il faut savoir s'auto-évaluer. Et comment tu peux mettre ça en place? C'est difficile de prendre ce recul. Alors ça, c'est compliqué. La première chose, c'est dès qu'on sort d'un entretien, noter les questions qu'on a eues, noter éventuellement les type de réponse qu'on a apporté et analyser avec quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir échanger sur l'entretien pour faire un débriefing de l'entretien. Ça, c'est important. C'est vrai que si on est seul, c'est plus compliqué. Parfois, dans l'entretien, savoir demander conseil en fin d'entretien, remercier après l'entretien, parfois même demander un conseil après l'entretien par écrit, ça peut se faire par mail. Voire proposer des services, des idées à l'entreprise après l'entretien pour, même si elles sont un peu décalées, elles ne sont pas en lien directement avec l'entreprise, mais on voit que ça peut lui servir. Voire même lui faire parfois un retour sur un produit, une critique sur un produit utile, une critique positive. Enfin, il y a plein de façons de s'auto-évaluer indirectement tout en gardant le contact avec l'entreprise. Ok, je te remercie. Alors, on reviendra, on fera un petit peu la synthèse de tout ça. Et maintenant, côté recruteur, on était en train de prendre un café tous les deux et quand tu m'as appris que tu formais au pré-recrutement, et j'ai trouvé ça très intéressant aussi de me mettre à la place justement du recruteur et des exigences et justement de sa position un peu délicate entre l'exigence de l'entreprise sur la personne à recruter et l'exigence de résultats. De toute façon, l'entreprise, elle cherche toujours le mouton à 5 pattes. Donc, on sait que dès le départ, il y a forcément quelque chose qui ne correspondra pas exactement à sa demande. Donc la question, c'est de voir comment coller au mieux malgré tout à cette demande, en gardant son originalité. Moi, je pense qu'il faut cultiver son originalité, mais tout en montrant qu'on est, on a les pieds sur terre, qu'on est réaliste par rapport à la vie d'entreprise, à ses besoins, et qu'on a envie d'apporter ses compétences. Donc ça veut dire quand même avoir soi-même, évidemment, une très bonne maîtrise et connaissance de sa base professionnelle, quand même, c'est important, même si on est jeune, des qualités de sociabilité qu'on peut apporter, de son identité pro et de ses valeurs. Tu parles du recruteur ? Non, du recruté, mais le recruteur aussi, il faut qu'il sache par ses réponses et questions sécuriser le recruté, parce que ça c'est de plus en plus important également, et qu'il montre lui les qualités, enfin entre guillemets, les qualités que l'entreprise va avoir de son côté en termes également d'accueil, d'intégration, les valeurs de l'entreprise, le projet de l'entreprise, ce que l'entreprise sait, comment elle sait gérer ses talents, les potentiels des gens qu'elle recrute. Donc de toute façon, c'est des deux côtés. Je dirais côté recruté, base pro, qualité, sociabilité, identité professionnelle, valeurs, potentiel, projet, voire les rêves qu'on a envie d'atteindre. Ça, c'est côté recruté, mais côté entreprise, je viens de le dire également, il y a tout un travail à faire pour bien maîtriser l'identité de l'entreprise et la manière dont elle peut séduire des jeunes qui sont parfois de plus en plus sollicités par un nombre d'entreprises croissant. Et si tu es
un auto-entrepreneur ou et que tu fais appel à quelqu'un d'autre, ou alors si tu es une PME et c'est toi-même le dirigeant qui va recruter, quels seraient les conseils pour le recruteur à donner? Pour le recruteur, je ne sais pas. Pour le recruter, je sais qu'il a intérêt à avoir toute une panoplie de solutions techniques de coopération à proposer à l'entreprise. Parce qu'en fait, il y a plusieurs solutions d'association. De plus en plus, il y a des modes variés maintenant de coopération entre recrutés et recruteurs. Donc, il ne faut pas rester dans le schéma classique, même si on recherche un CDI principalement. Il peut y avoir des formules avec des contrats qui mixent formation et emploi, des contrats d'association divers et variés de type, enfin, sur des statuts qui ne seront pas des statuts de salariés. Enfin, ça, c'est important d'avoir vraiment une bonne panoplie de l'ensemble des formules possibles de portage, etc. Donc ça, c'est important. Côté recruteur, lui, ça peut lui ouvrir des horizons, ça va lui ouvrir peut-être des voies, des moyens de tester une personne, de la prendre en mission. Il y a des contrats de mission, il y a différentes formes de contrats de travail, enfin il y a beaucoup de choses à étudier. Donc ça peut être intéressant de voir si on sait notamment que la personne ne maîtrisera pas tel ou tel domaine, voir comment on va pouvoir lui proposer une formule associant une formation préparatoire ou une formation en parallèle de son intégration. Enfin tout ça, il y a plusieurs formules possibles avec des financements possibles. Ok, merci, ça a l'air, on a pas mal d'informations et je te remercie. Francis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ton analyse, ton recul par rapport à la relation du recruteur recruté? Non, l'importance bien sûr d'avoir un profil LinkedIn bien rempli, top, à jour et surtout actualisé et nourri en permanence. Bon, ça c'est important parce qu'il y a une évolution considérable des modes de recrutement, mais ça tout le monde le sait, des modes notamment de veille, de repérage, d'analyse. Il faut avoir un profil Google qui soit également actualisé, enfin, etc. Sachant que de plus en plus, les modes sont très variés, se diversifient, les modes de recrutement, les tendances de recrutement, d'utilisation d'outils changent avec des tests en ligne en amont, des situations problèmes en ligne en amont, des mises en situation professionnelle qui se développent, des entretiens par téléphone, tout ça on le sait. La cooptation qui a tendance aussi à se développer, donc moi je crois beaucoup au phénomène, il faut soigner tout ce qui est recommandations, référencement et réseau. Non, voilà, c'est pour aller très vite, pour donner quelques principes clés. Je te remercie beaucoup, ces conseils sont précieux pour nos auditeurs. Et je veux juste une petite synthèse, on va dire peut-être 5 points. Alors les 5 points de réflexion et fondamentaux à retenir pour le recruter. Comme ça, 5 points au pied levé, connaître ses fiertés, savoir les transformer en atouts et les présenter en compétences à l'entreprise pour aller très vite. Il en manque un. C'est déjà pas mal. Alors je dirais bien sûr garder son rêve. Et alors maintenant il y a la question des identités professionnelles qui devient plus forte qu'avant. Je dirais il faut en avoir une, mais attention qu'elle ne devienne pas trop prenante. Et maintenant les points de réflexion et les fondamentaux pour le recruteur. L'adaptation aux personnes quand même qu'il va pouvoir voir, parce que dans toute personne il y a des sources de potentiel étonnantes. L'importance de la qualité du processus d'intégration, de savoir le présenter, savoir aussi l'adapter à la personne, c'est très important pour ne pas démotiver, etc. Bien connaître aussi les raisons qui vont démarquer l'entreprise de ses concurrents en termes de motivation et en termes de performance à la fois humaine, sociale et bien sûr économique sur le marché. Merci pour tous ces conseils précieux, j'en suis sûr. Et surtout, je voudrais te demander, alors quelle est ton actualité maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de me faire plaisir maintenant, tout en rendant service encore aux autres, parce que je pense qu'on peut faire ça. C'est la force et l'avantage d'avoir terminé une première vie professionnelle et puis de pouvoir maintenant en réaliser une deuxième à son goût, à son rythme, comme on veut, et puis toujours en restant ouvert aux évolutions et aux besoins des autres. C'était Francis Collier
Merci beaucoup Francis pour le podcast numéro 5, la nouvelle recrue ou l'entretien d'embauche. Je vous rappelle aussi qu'il est possible de soutenir notre action, de soutenir la production de ce podcast en achetant le livre pédagogique disponible sur notre site cesprod.com. Vous pouvez aussi participer, et je vous invite vraiment à participer au test Quel orateur vous êtes. Nous vous retournerons avec beaucoup de plaisir une analyse audio personnalisée et bien sûr confidentielle. Aussi, si vous avez besoin de consultations Feng Shui par Gul Seren, n'hésitez pas à nous contacter sur info@cesprod.com. Notre actualité, c'est la création du Dojo de la parole qui débutera à partir du mois d'avril. Destiné aux porteurs de projets, étudiants, les personnes en recherche d'emploi, décideurs, managers, artisans, enseignants, éducateurs, ces ateliers de la prise de parole en public prendront place à la coopérative Poincaré, 20 bis rue Gabriel Péry, 93 200 Saint-Denis. Donc les horaires, ce serait le lundi de 9h à 11h, puis de 12h à 14h, et enfin le mardi et le jeudi de 19h à 21h. Les inscriptions, n'oubliez pas de les faire sur le site cesprod.com. C'était Luis Ernesto Gomez, coach et formateur en management et communication. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la prise de parole en public, c'est un luxe, profitez-en. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de rajouter un like en bas de la vidéo et de nous retrouver sur tipeee.com. À très bientôt, merci.